Depuis plusieurs années, la région Auvergne-Rhône-Alpes a dû faire face à plusieurs crises majeures. Covid, conflit en Ukraine, augmentation du coût des matières premières, désindustrialisation de l'économie nationale ou encore dépendance grandissante vis-à-vis de l'étranger. Autant de freins au développement économique de la région. C'est dans ce contexte très difficile que la région Auvergne-Rhône-Alpes a adopté le 17 décembre 2021 un plan de relocalisation stratégique avec un objectif ultime, reconquérir sa souveraineté industrielle. C'est-à-dire favoriser l'implantation, la relocalisation et maintenir le développement d'entreprises sur des produits et des secteurs stratégiques de la région. Pour réussir ce pari, 1,2 milliard d'euros vont être ainsi mobilisés jusqu'en 2028. Des aides qui serviront notamment à renforcer l'industrie locale et à réduire drastiquement la dépendance de la région. Au final, le grand défi est de ramener 30 000 emplois dans la région. Plusieurs entreprises ont déjà bénéficié de ce dispositif exceptionnel d'aide au développement. Nous sommes aujourd'hui allés dans l'Ain, dans la commune de Géovressé, pour rencontrer Simon-Pierre Auvacher, le dirigeant de l'entreprise Buatier. Buatier, c'est une entreprise spécialisée dans la production de pièces en plastique qui existe maintenant depuis plus de 60 ans. Et c'est là que s'est rendu notre reporter, Vincent Solsois. Serrez à droite vers A404 en direction d'Oyonnax. Alors, je suis actuellement sur l'autoroute A404 au sud du Jura, dans l'Ain, et j'arrive dans à peu près 20 minutes dans la commune d'Oyonnax. Alors, on est dans ce qu'on appelle historiquement le Haut-Bugey, c'est-à-dire le nord-est de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pile entre Bourg-en-Bresse et Genève. Pour faire simple, je suis à 1 heure de Lyon et à 1 heure de Genève. Et là, je suis vraiment dans un paysage de montagne, je vois le Jura, c'est très vallonné, il y a une légère brume, c'est assez joli. On est en plein cœur des sapins. Au rond-point, prenez la 3e sortie sur D13. Puis au rond-point, prenez la 2e sortie sur route d'Oyonnax. Aujourd'hui, le Haut-Bugey agglomération compte 42 communes pour un total de 64 000 habitants. Et c'est le grand pôle majeur de production de plastique qu'on appelle aussi la vallée du plastique. La vallée du plastique, c'est 600 entreprises, 10 000 emplois qui travaillent directement dans l'industrie plastique. 2 milliards de chiffres d'affaires et plusieurs débouchés, notamment dans l'aéronautique, l'automobile, la robotique, la lunetterie, la téléphonie, etc. Voilà, nous sommes vraiment donc en plein cœur du premier pôle de la plasturgie d'Europe. Vous êtes arrivé. La destination est sur votre gauche. Donc j'arrive devant l'entreprise Buatier, qui est un grand hangar gris. Et je vais retrouver Simon-Pierre Auvacher, donc qui est le dirigeant. Et derrière, on est juste derrière l'hôpital et c'est entouré de sapins. Donc on est bien dans le Jura, on est bien en montagne, c'est vallonné, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau. C'est parti! Bonjour Simon-Pierre. Bonjour, enchanté, comment allez-vous? Ça va super, merci de nous accueillir. Je vous en prie. Vous avez fait bon voyage? On a fait bon voyage, on est à 2 heures de Paris. Et on est à la montagne. Ouais, il neige pas, mais on n'est pas loin. Je vous en prie, rentrez. Donc là, on est dans une pièce avec tous les objets que crée Buatier. Donc on voit effectivement tous les objets de puériculture. Ça va des bols aux assiettes pour bébés, aux lunettes et toute une gamme de lunchbox. Les cuillères pour bébé, les biberons. Donc on a vraiment une grosse palette de puériculture et lunchbox. Alors est-ce que vous pouvez me parler de votre entreprise et de votre histoire? Bien sûr. Donc Buatier est une entreprise de la Plastic Valley assez historique puisque sa première immatriculation est en 1960. Donc ça fait plus de 60 ans que l'entreprise existe. Ce qui est plutôt intéressant et relativement rare parce que ça reste une petite entreprise, une PME familiale qui n'a pas encore été phagocytée par un groupe et une boîte de 40 personnes qui a plus de 60 ans d'existence commence à être un petit peu rare parce qu'elle n'est pas rattachée à un groupe plus gros. Donc ça reste une boîte familiale. Donc Buatier a toujours été spécialisé dans les objets de puériculture. Donc tout ce qui est attrait à l'enfance, aussi bien ce qui est la puériculture dans l'alimentarité, on en reparlera un petit peu tout à l'heure plus en détail, et également la puériculture dans tout ce qui est les gros objets type les anneaux de bain, les fauteuils de bain, ce qui a trait plutôt aux soins et à l'hygiène de bain, on appelle ça. Donc ça c'est vraiment l'historique de Buatier, qui a un vrai savoir-faire dans ce domaine-là. Avec mon associé Daniel Millet, racheté la société il y a 10 ans, donc fin 2013.
où on a voulu bien sûr continuer à développer ce DAS, comme on appelle ça, donc ce domaine d'activité stratégique, mais on a voulu en adjoindre 2 supplémentaires pour avoir plusieurs cordes à notre arc, dont un qui est assez prégnant aujourd'hui, qui est l'art de la table, art de vivre. Donc avec pas mal de grands comptes attachés et associés à ce DAS. Et également en 3e DAS, qui est donc en fait les pièces à industrie légère, c'est-à-dire des pièces techniques, le déploiement de la fibre optique avec également des oranges derrière, et des pièces pour le bâtiment. Donc aujourd'hui on a 3 secteurs qui fonctionnent, qui marchent plutôt bien, avec une répartition, la moitié encore du chiffre d'affaires pour tout ce qui est puériculture, et ensuite 25% et 25% pour les 2 autres secteurs. Vous avez vraiment développé les lunchbox. Oui, tout à fait. Et la particularité des lunchbox, on en reparlera, mais c'est que vous les assemblez entièrement. Vous ne faites pas juste des pièces. Non, c'est une très bonne réflexion. C'est-à-dire que le métier de l'injecteur tend à évoluer quand même sur un métier, ce qu'on appelle l'injecteur assemblier. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus, de la part de nos clients, une volonté de mettre le produit directement sur étagère. C'est-à-dire qu'un client aime bien, quand il reçoit son produit, il est déjà dans le pack carton, il est déjà gène codé, histoire qu'il ait juste à le mettre en fait en magasin. Donc du coup, ça nous a poussé un petit peu dans ce côté assemblier. Donc on a un atelier d'assemblage de 200 mètres carrés qui nous permet de vraiment proposer aux clients un produit 100% terminé. Assemblé, multi-matières, multi-pièces, et voilà, dans son pack définitif. Donc l'endroit où tout commence, c'est le bureau d'études, c'est ça? Tout à fait. On y va? Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Allez. Je vous suis. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alexandre. Vincent Solsois. Boris, enchanté. Donc là, on est donc dans le bureau d'études. C'est le tout début, c'est la première C'est étape. la première étape, donc généralement il y a 2 cas de figure, on va dire. Un premier cas de figure où c'est les clients qui arrivent avec une DFN, donc une pièce déjà numérisée, où après nous on la reçoit, on l'analyse pour voir si elle est injectable. Voilà, donc ça c'est un premier cas de figure. Un deuxième cas de figure où un client vient avec une esquisse, une idée, et nous on la met, on la développe en informatique. D'accord. Voilà. Après on lui présente, ça peut être un assemblage, ça peut être plusieurs types de pièces qui s'assemblent les unes. Donc est-ce que vous auriez un exemple Alors c'est un épluchoir? C'est ça, c'est Ouais. 2 économes. Ah oui, c'est 2 économes. C'est ça, donc le client les fabrique actuellement sous cette forme-là, donc une partie on va dire plastique dur, une partie plastique mou. Donc pour pouvoir accéder à l'ordement, l'idée c'est d'évider la pièce pour diminuer les épaisseurs, pour avoir une pièce qui s'injecte correctement sans avoir de défaut d'aspect. Et en évidant cette pièce-là, on propose en même temps un petit peu de design au client pour vendre le produit. D'accord. Donc là, en fait, on a des économes pour éplucher les légumes, des pommes de terre. Et du coup, vous avez fait plusieurs propositions. Alexandre va le présenter au client. D'accord. Voilà ce que j'ai dessiné, est-ce que ça vous va? Et une fois qu'ils l'ont validé, après on passe en phase industrielle, on fait un moule et on va injecter dans l'atelier. C'est Ça, ça. c'est vraiment, Donc on est là- vraiment dans l'industrie. Là, on le présente. C'est Si ça. le client dit « OK, je veux celui-ci », il va falloir créer un moule de ça. Exactement. C'est vous qui créez le moule. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il est créé informatiquement donc sur ce logiciel-là. Mais ensuite, bien entendu, il est usiné dans des entreprises spécifiques, donc des moulistes, et qui permettent, c'est vraiment un métier à part et très spécifique. Et il y a énormément de savoir-faire dans la vallée également, parce que c'est l'intérêt de cette Plastic Valley. C'est-à-dire que non seulement il y a les injecteurs, mais il y a vraiment tous les métiers connexes à notre industrie et qui sont à portée de main dans un rayon de 5 km. Et c'est vraiment une chance, clairement, pour la vallée, d'avoir et les moulistes, et les prototypistes, et les marchands de matière, de colorants, de pompes, de presse. En fait, on a vraiment tous les métiers qui gravitent autour de l'injection qui sont présents dans la vallée. OK. Donc là, on peut aller voir les moules directement? C'est parti. Eh ben, on y va. On va voir les moules. Là, on descend même physiquement. Ouais. Donc là, on descend l'escalier en colimaçon. Et on va arriver vraiment au cœur de l'entreprise. Ah ouais, donc là, effectivement, là, on est dans un grand entrepôt et je vois des énormes machines blanches. Ça, ce sont les Ça, ce sont les presses injectées. presses injectées. Ce sont les machines, on en a 20.
Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure. Donc, elles ont différentes forces de fermeture qui permettent de faire différentes tailles de Ouais, pièces. ça c'est sur les presses qu'on va mettre les moules. Exactement. Voilà, alors on va juste voir un moule. Bonjour. Ok, donc là on arrive dans la salle de stockage des moules. C'est ça. Alors des moules ou l'autre terme c'est outillage. Donc là vraiment on est dans ce qu'on appelle le coffre-fort de l'usine parce que l'intégralité de tous les outillages appartiennent à nos clients. Donc voilà c'est... Ouais, c'est des gros blocs d'acier imbougeables, hein, j'imagine. Deux gros blocs. Ah ouais, non, vraiment. Ah oui, mais même celui-là, je peux pas. Non, il faut se rendre compte que c'est quand même pratiquement une densité de 8. Hein. Donc du coup, c'est quand même très lourd. En fait, on a un rond sur chaque. Vous pouvez me décrire? Donc le moule a la particularité, en fait, d'avoir deux parties distinctes. Donc la partie fixe, qui est du côté de la presse où la matière rentre, avec cette fameuse rondelle de centrage que vous appelez le rond, et l'autre partie, donc qui est partie mobile, qui elle va se retirer pour laisser apparaître la pièce à l'intérieur, avec donc des plans de joint, en plan de joint qu'on visualise très bien ici, le plan de joint principal du moule, qui lui en fait est vraiment l'endroit où le moule se sépare. Donc il y en a une partie qui reste sur le côté fixe de la presse et l'autre partie qui s'en va et c'est là où le robot va pouvoir prendre la pièce dedans. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des petits ronds. Alors vous voyez, il y a des ronds de couleur, parce que forcément, vous avez des entrées et des sorties, parce que tous ces moules-là, pour les maintenir à une certaine température, ils sont percés de partout de tuyaux d'eau. Et en fait, on régule thermiquement les outillages. En fonction de la matière qu'on transforme, on va réguler soit froid, soit tempéré, soit carrément à des températures au-delà de 100 degrés. Et ces moules, on le prend, on va le mettre sur une presse pour fabriquer donc des objets, des biberons, des lunchbox, des pièces en plastique. Tout à fait. Alors, on s'est parlé de la place de la région. La région donc, a mis un plan d'aide auprès des entreprises de la région parce qu'il y a eu le Covid, il y a la crise ukrainienne, tout ça. Ils ont un désir de reconquête de la souveraineté industrielle. J'ai eu la chance d'en profiter sur des équipements, disons, plutôt robotisés. C'est-à-dire que j'ai eu des subventions de la région sur, on va le voir de l'autre côté, sur en fait, des presses électriques et des robots 6 axes qui m'ont permis du coup de pouvoir passer sur des marchés de réindustrialisation. D'accord. Comme je vous en parlais beaucoup, c'est vraiment notre truc, c'est-à-dire qu'on essaie de trouver des choses un petit peu malignes sur les prix de revient des pièces, qui permet aux clients de dire ok, le gap finalement entre l'Asie et la France est plus si énorme et je réindustrialise. Parce que le fait de réindustrialiser et de faire du Made in France, c'est aussi dans le business pour eux quelque chose d'important en termes de volume. C'est-à-dire que le Made in France se vend quand même mieux que le Made in China, surtout maintenant. Donc la région nous a permis de pouvoir acquérir une presse en l'occurrence, 100% électrique, avec un robot 6 axes qu'on a mis dessus. Eh ben on va voir ça. Allons-y. Donc on va vers la salle des presses. Alors la presse, c'est pour que vous puissiez retenir un truc assez simple, c'est qu'il faut la diviser en deux parties. Vous avez la partie chauffe. Donc ici, c'est vraiment où on vient mettre le matériau. D'accord ? Donc le matériau, je vais vous montrer, il est ici. Ça, c'est la matière. Ah oui, c'est rigolo. On dirait du polystyrène. Ah, c'est chaud. C'est chaud, on l'étue. Ouais. Donc là, il y a une énorme cuve avec... Ça, c'est du PBT. Je peux plonger la main? Ouais, c'est un peu chaud, mais allez-y. Ah ouais, c'est chaud. Ouais. Donc en fait, on dirait quoi? On dirait un peu des bonbons. Ouais, ou des graineries. Ouais. Bref, là, c'est la matière dans une cuve. Voilà, donc ça, c'est vraiment la matière, on part de ça. C'est la base, elle est chauffée à une certaine température pendant un certain temps pour lui enlever l'humidité. Ensuite, elle est aspirée donc, par la presse. Et là, vous avez vraiment la partie chauffe de la presse. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un cylindre avec une vis dedans. Et on vient malaxer la matière qui était à son état solide. Et on vient en faire une pâte, en fait. Pour la rendre à un niveau visqueux, je pense que l'image du miel est assez bonne. Voilà, donc il y aura un petit peu cette viscosité-là. Donc elle est chauffée, là, en l'occurrence, à 260 degrés pour cette matière-là. Et ensuite, on injecte la matière en fait en fusion, on l'injecte dans ce fameux moule dont on a parlé. Donc là, ce sont des moules de récipients. Et là, en fait, une fois qu'on va injecter la matière, elle va se solidifier dans le moule.
et prendre la forme de l'empreinte. Donc là, on avait vraiment à droite la partie chauffe, je fonds, j'injecte, c'est vraiment la partie injection. Et la partie à gauche, c'est vraiment la partie mécanique. Parce qu'il faut se rendre compte que cette presse-là, c'est une 150 tonnes. Alors qu'est-ce que ça veut dire 150 tonnes? 150 tonnes, en fait, c'est la force appliquée nécessaire à la presse pour contrer la pression d'injection de la matière. C'est-à-dire qu'on injecte tellement à des pressions démentielles qu'en fait, il faut 150 tonnes pour pouvoir contrer. Sinon, le moule, il ouvrirait et il finirait dans le mur là-bas. Alors là, on est en train. C'est là, je vois la pièce là. Le moule vient de s'ouvrir comme vous disiez tout à l'heure. Exactement. Paf. Et là, j'ai une lunchbox en fait. Vous avez une lunchbox, etc. Et il y a un robot qui vient prendre la pièce. Parce qu'en fait, 100% des presses sont équipées de robots. Ce qui permet en fait, qu'il y ait le moins d'intervention possible de la main humaine. Et puis c'est en plus un peu dangereux. Donc comme ça, tout est caréné. Tout est en sécurité. Et donc ça, c'est une presse électrique. Ça, c'est une presse 100% électrique. Là, c'est vraiment le produit, il est fini là. Ah ouais, là, il est fini, on le met dans des cartons et ensuite, on le met directement sur la palette et là, ça part chez le client. Donc là, pour revenir aux aides de la région qui vous ont permis d'avoir cette machine, elle permet de répondre à des nouveaux marchés. Exactement. Elle permet de répondre à des nouveaux marchés et également, comme vous avez vu, par un assemblage assez spécifique par le robot, des choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc ça, c'était un investissement qui est accompagné par la région. Et également, pourquoi changer en presse électrique? Alors, c'est quand même plus propre, parce que quand on ne manipule pas d'huile, c'est quand même mieux. Et en plus de ça, c'est moins énergivore, aussi bizarre que ça puisse paraître. C'est-à-dire qu'une boîte d'injection, l'énergie la plus utilisée chez nous est l'électricité. Ouais. Et du coup, le fait de changer en presse électrique au lieu de presse hydraulique, on consomme en moyenne, alors suivant les constructeurs, entre 15 et 25% d'électricité en moins, comparativement à des presses hydrauliques. Ouais. Parce qu'une presse électrique a la capacité de ne pas consommer quand elle ne travaille pas. Quand je dis quand elle ne travaille pas, c'est-à-dire quand elle ne fait pas des mouvements. Elle bosse, mais elle ne fait pas des mouvements. Alors qu'une presse hydraulique, en fait, charge ses accus hydrauliques tout le temps. Donc là, on est dans un énorme entrepôt encore de stockage. C'est ça. On a vu la production de notre lunchbox, de notre biberon, et ensuite, faut les mettre quelque part. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles sortent de production, elles arrivent ici. Donc ça, c'est vraiment la production qui sert à la logistique des produits finis ou semi-finis. Donc vous voyez que l'intégralité de toutes les palettes ont des QR codes dessus. Donc là, vraiment, j'ai des montagnes de cartons avec un QR code dessus. Voilà, avec un Gen code également. Donc c'est vraiment ce que je vous disais, ça part directement chez le client de nos clients. C'est-à-dire qu'en fait, même mes clients, parfois, ne voient même pas ce qu'on fabrique, on l'envoie directement à leurs propres clients. C'est-à-dire les distributeurs? Les distributeurs, en l'occurrence, pour ce produit-là, c'est exactement ça. Donc là, ensuite, cette palette qui est terminée va aller dans un endroit spécifique de l'entrepôt pour pouvoir justement attendre le moment où on va charger le camion pour ce client-là. Donc là, vous avez à peu près l'équivalent de 600 emplacements, ce qui nous permet d'entreposer tous nos matières, nos cartons, nos colorants, nos produits semi-finis et finis. Alors s'il fallait décrire l'endroit, pour quelqu'un qui n'y connaît rien comme moi, là je suis vraiment dans la dernière pièce quand on va à Ikea. On va à Ikea et qu'on cherche notre étagère en allée 12, rayon B3, c'est ça. En fait là, il y a 10 mètres de carton, 10 mètres sous plafond et des énormes allées remplies de stock et de carton. Voilà, donc ça c'est vraiment le côté fini, semi-fini. Et parfois, et c'est là où ce que Thomas est en train de faire, on charge directement les camions. C'est-à-dire que vous avez une zone qui est vraiment qu'on ne va pas transférer dans les racks parce qu'elle va partir pratiquement du juste à temps. Ouais. Donc en fait, ça sort de la presse et on les met ici. Donc vous voyez qu'elles ne sont pas rackées. Elles sont vraiment en attente de charger les camions. Donc là, on est revenu dans votre bureau. On est dans la vallée du plastique.
Et j'imagine qu'en ce moment, avec toutes les problématiques d'environnement, d'écologie, depuis quelques années, il y a quand même une image à... Comment ça se passe pour vous? C'est-à-dire que ce qu'on appelle un peu vulgairement le plastic bashing, c'est vrai que ça, depuis quelques années, maintenant bien 5 ans, il y a un vrai problème d'image du plastique qui, à mon sens, n'est pas du tout fondé. Parce qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits, c'est-à-dire que tous les produits que vous voyez ici, la plupart sont faits avec des matériaux extrêmement safe. Vous imaginez bien que quand on fait des lunchbox qu'on vend des centaines de milliers par an, il n'y a pas une couleur, une matière, une teinte, un batch qui n'est pas testé en laboratoire. Des laboratoires en plus qui sont vraiment rien à voir avec la profession, qui sont des laboratoires type le LNE, SGS, des grands noms. Et en fait, s'entendre dire sans cesse, c'est vrai que le plastique pollue, le plastique, etc., c'est vrai dans le plastique jetable. Donc là, il y a un vrai virage qui est en train d'être pris sur plusieurs axes. Le premier, vous avez certainement entendu parler, c'est vraiment le plastique réutilisable. Vous en avez des exemples sous vos yeux, là. Ça, c'est des lunchbox aussi? Ouais, c'est pas forcément des lunchbox, mais ce sont des bols, ce sont des assiettes pour la restauration. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Et là, je suis à 100% d'accord avec cette analyse-là. C'est-à-dire qu'on n'est plus à faire du one use. C'est vous injectez quelque chose, vous mangez votre salade dedans, et puis le truc, vous le jetez. Le plastique, ça peut être vert. Mais le plastique, ça peut être vert à plusieurs titres. Ça peut être vert dans son utilisation. Donc là, on est en train de remettre en place, comme on faisait avec le verre avant, VE2RE, c'est-à-dire les systèmes des consignes. Et également, ça peut être vert, et ça doit être vert dans le choix des matériaux. On est en train de parler d'éco-design, on est en train de parler de matériaux recyclés, de biomatériaux qui utilisent moins de fossiles, etc. Après, il y a des efforts à faire, mais qui ne sont pas juste le fait, par exemple, de notre profession, qui sont le fait de gens comme Veolia ou Paprec, qui se doivent aujourd'hui d'avoir plus de filières de recyclage. Mais c'est un combat de tous les jours, parce qu'il y a vraiment, malheureusement, tellement ce plastic bashing est fort, c'est que nous, notre petite voix de professionnels à côté, on a du mal à se faire entendre, vraiment. Et cette Plastic Valley, elle existe depuis quasiment un siècle, je crois. Ah oui, oui, tout à fait. On est dans le patrimoine industriel local. Tout à fait. Et pour revenir à la région Auvergne-Rhône-Alpes, se doit de défendre cette souveraineté industrielle. Oui, parce qu'il faut se rendre compte que quand même, la région Auvergne-Rhône-Alpes est une région industrielle, pratiquement la première de France. Le département de l'Ain est le premier département en termes d'industrie. Donc vraiment, je pense qu'on a plein de bonnes choses. En plus, accompagné par la région, c'est vrai qu'il fait un sacré boulot. Je pense que l'avenir, il peut être quand même très intéressant, même pour des PME familiales de 40 personnes. Merci Simon-Pierre de nous avoir accueillis. Je vous en prie, merci à vous. Et puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Eh bien, que l'énergie redevienne un petit peu moins onéreuse et qu'effectivement, on continue à développer des beaux produits avec des clients toujours ingénieux et pour pouvoir continuer à prospérer et faire que les 40 personnes soient bien chez Buatier. C'est ce qu'on souhaite tous, en tout cas. Bon, super. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci à vous. À travers l'exemple de l'entreprise Buatier, on voit concrètement comment la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient le tissu économique local afin de consolider les filières d'excellence. On voit surtout comment des subventions stratégiques, investies d'une manière judicieuse, peuvent être à l'origine d'un cercle vertueux de croissance. Ici, la subvention de la région a rendu possible l'acquisition par l'entreprise Buatier d'une nouvelle presse électrique qui a elle-même permis de répondre à de nouveaux marchés. Au final, cet accroissement d'activité a permis de soutenir l'emploi au sein de l'entreprise et donc la région. C'est grâce à ces initiatives que la région Auvergne-Rhône-Alpes restera à la première place des régions industrielles de France en termes d'emploi.